Bien, mesdames et messieurs, je propose qu'on commence cette soirée. D'abord, laissez-moi vous souhaiter une très cordiale bienvenue dans cet auditoire de la Fondation Louis Jantet. Je suis ravi de vous voir. Je vois beaucoup de parents ou de grands-parents dans cette audience et donc de gens qui ont dû, comme moi, expérimenter un jour ou l'autre une communication avec un nourrisson ou un enfant avant que celui-ci ne puisse parler. Et donc vous faites sans doute partie d'une de ces trois catégories, soit des gens qui ne disaient rien, soit des gens qui utilisaient un langage très spécifique aux humains, qui consiste à dire qu'il est mignon, guili guili, qu'elle est mignonne. Ou alors la troisième catégorie de lire des pages de Marcel Proust avec un fond sonore wagnérien, dans l'espoir d'augmenter les capacités cognitives de l'enfant à venir. Et je suis très, très, très heureux ce soir d'avoir ici la personne qui va nous dire de ces trois façons laquelle est la meilleure. Voilà. Je suis aussi très heureux d'accueillir Ghislaine Dehaene-Lamberts à Genève d'abord, qui est une ville qui a évidemment une tradition dans ce domaine, hein, puisque Jean Piaget y a enseigné pendant de très très nombreuses années. Et puis aussi parce que notre conférencière de ce soir est vraiment une des personnalités les plus visibles dans ce domaine de recherche. Je dirais même une des personnalités qui a créé ce domaine de recherche récemment, avec l'utilisation d'outils d'imagerie non invasifs pour essayer de comprendre les relations qu'il y a entre la création le développement du cerveau de nos enfants très jeunes et leurs capacités cognitives, notamment pour l'écriture, pour le calcul, on va peut-être en entendre parler. Et je suis donc vraiment très très heureux de pouvoir accueillir Ghislaine Dehaene-Lamberts, qui a deux casquettes en fait, pour dire un tout petit mot sur son parcours. Premièrement, des études de médecine avec une thèse en médecine en pédiatrie, et puis derrière, enchaînant un doctorat en sciences cognitives. Madame Dehaene-Lamberts est directrice de recherche au CNRS. Elle dirige un laboratoire de développement du cerveau à l'hôpital Robert Debricq au nord de Paris, et puis un autre laboratoire d'imagerie du cerveau, du développement de l'enfant à l'Institut Neurospin, qui est au sud, à Saclay, au sud de Paris. Pour ses travaux, elle a reçu de nombreux prix et nominations, en particulier, je pense à la médaille d'argent du CNRS, au Grand Prix scientifique de la Fondation de France, à l'élection assez récente à la National Academy of Science aux États-Unis, ce qui est tout de même extrêmement rare pour une scientifique européenne, a fortiori française. C'est le cas. Et puis j'aimerais préciser aussi que Madame Dehaene-Lamberts fait partie du Conseil scientifique d'éducation nationale chez nos voisins français, qui est évidemment une position à responsabilité très utile. Voilà, avant de lui donner la parole, j'aimerais vous rappeler qu'à l'issue de sa conférence, vous aurez l'occasion de lui poser quelques questions, si vous en avez. Et puis, à l'issue des questions, vous êtes tous cordialement invités à un apéritif qui sera dans la maison Louis Jantet. Quand vous sortez de l'auditoire à votre droite, faites attention à l'escalier, spécialement si il pleut, car il est glissant. Voilà, avec cela, je termine mon introduction et je vous remercie encore, Madame Ghislaine Dehaene-Lamberts, d'être venue nous voir ce soir. Je vous passe la parole.
Merci beaucoup. Alors, le passage à Genève est un petit peu obligatoire parce qu'il y avait Piaget et aussi mon directeur de thèse, Jacques Meller, qui a amené les sciences cognitives en France, qui a aussi fait un stage directement avec Jean Piaget. Donc, il y a une espèce de filiation. Et puis, pour l'imagerie, parce que quand même, Petra est une des premières à avoir fait de l'IRM chez le bébé et je tiens toujours à la féliciter pour cette activité pionnière et tout ce qu'elle a fait par la suite. Alors, le titre est un peu provocateur, c'est si on posait notre téléphone pour parler à notre bébé, pour deux raisons. Un, parce que je voudrais vous montrer l'importance du langage pendant les premiers mois et années de vie, au moment où le bébé ne parle pas, mais où les fondements de ce langage se mettent en place, et pourquoi c'est important. Et deuxièmement, parce qu'on est quand même à un moment où on a peut-être un changement de culture, de civilisation, où des choses qu'on pensait très naturelles, comme guili-guili, etc., en fait deviennent plus rares. Pourquoi ? Parce que les parents sont sur leur téléphone, avec des algorithmes qui attirent leur attention sur l'objet que je n'ai pas là, mais qu'on a souvent tous dans la main, et qui fait qu'ils passent en fait beaucoup de temps sur cet objet, et le bébé qui n'est pas très intéressant, il faut quand même le dire aux mamans, souvent elles nous disent mais en fait on m'a dit que ça allait être génial, mais c'est très décevant un bébé, c'est vrai, surtout au départ, il pleure beaucoup, il mange, etc. Et donc ce bébé pas très intéressant, il faut s'en occuper, et si on le laisse sans stimulation, eh bien c'est un peu dramatique, et je vais vous en donner plusieurs exemples. Alors, j'ai commencé par ça. He wants to see more chicken. See? Look at that. Yeah. C'est rooster. Rooster? Hey, rooster. Hey, rooster. Hey, rooster. Hey, rooster. Alors, pourquoi je vous ai mis ce film ? Parce qu'il d'abord, il est présenté par une association pour aider justement les mamans à découvrir l'importance des interactions, et parce que vous voyez tout à fait ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire comment les parents surveillent quelque part l'attention de l'enfant, comment, une fois que l'attention de l'enfant s'est tournée vers un élément du monde extérieur, ici le poulet, comment elle va nommer cet objet, et que c'est justement, là il n'y a pas d'échange, on voit surtout que la maman suit l'intérêt de l'enfant, mais elle nomme, et je vais vous montrer que de nommer ces objets dans l'environnement est absolument crucial pour l'apprentissage du bébé. Alors, la parole, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le langage ? Pourquoi c'est si extraordinaire ? C'est une des capacités, je dirais, qui est vraiment spécifique à l'être humain. Bien sûr, il y a des langages chez l'abeille, il y a des langages chez un certain nombre d'oiseaux, etc. Mais la grande différence entre ces langages et le langage humain, c'est que vous avez des briques que vous pouvez combiner entre elles pour recréer de nouvelles choses et pour transmettre de l'information. Donc c'est pas juste vous chantez parce que vous êtes joyeux, comme pourrait l'être un oiseau, mais vous allez combiner ces informations pour transmettre quelque chose que moi je sais que vous ne savez pas, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, et avec deux personnes. Donc vous allez utiliser ce moyen pour passer les connaissances d'un cerveau à un autre cerveau. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'apprendre à chaque nouvelle génération tout ce qui est à faire. Vous allez bénéficier de ce que les autres ont appris. Donc c'est un outil d'apprentissage crucial dans la famille et bien sûr à l'école. Et il y a deux aspects dans cet apprentissage. Le premier, c'est de maîtriser la langue, c'est-à-dire de savoir pour le français, par exemple, les règles du français, les mots du français, les sons du français ou d'une autre langue si vous êtes dans une autre langue. Mais aussi parce que, comme je viens de le dire, ce langage, cet échange vous permet d'acquérir des connaissances. Donc il y a deux vraiment aspects dans le langage. C'est un, dominer l'instrument linguistique, et deux, l'utiliser pour les connaissances. Alors, juste pour vous donner des exemples, que vous vous doutez, il suffit de changer un son entre râteau, bateau, raton, baron, larron, liron, pour passer d'un sens à un autre. Vous voyez vraiment la productivité de la langue, et vous pouvez même inventer un nouveau mot, comme liru, ça ne veut rien dire, mais si jamais demain on a un nouvel objet, vous pouvez lui donner un nom, et aussitôt vous allez l'utiliser pour symboliser cet objet.
Alors vous avez des verbes aussi qui va voir, revoir, prévoir, revoir. Et là aussi, vous comprenez que revoir, ce n'est pas tout à fait la même chose que revoir. Vous avez toute cette combinatorialité qui s'exprime et qui est utilisée aux différents niveaux. Vous avez aussi ces combinaisons dans les phrases. Le chien suit le chat est suivi par le chien est suivi par le chat, c'est le chien qui suit le chien talonne le chat. Et le chien bamoule le chat de près. Là, à nouveau, je vous donne un nouveau mot que vous ne connaissez pas, mais vous vous doutez un petit peu de ce qu'il veut dire. Tout ça parce que vous êtes capable d'extraire un certain nombre d'informations sur la grammaire, sur les mots, et de deviner. C'est comme ça, si vous étiez un jeune enfant, vous comprendriez que bamoule veut dire qu'en fait, vous êtes quand même dans un verbe d'action entre les deux animaux. Donc c'est un outil vraiment très créatif, avec un ensemble de règles propres à chaque langue. Et vous savez, par exemple, bravitude. En France, c'est resté très célèbre, puisque Madame Ségolène Royal avait inventé ce mot, mais bravitude est un mot qui pourrait être possible en français. Par contre, bravon, non, c'est pas possible. Donc vous avez un certain nombre de modèles dans la tête qui vous disent il y a des choses possibles, des choses pas possibles. Vous allez vous tromper parce que vous allez inventer un mot, mais il va avoir la structure d'un mot possible en français, et puis d'autres sont beaucoup moins possibles. Et donc, vous avez en plus, on le voit bien avec les langues, en Suisse, on ne parle pas le français comme en France, on ne parle pas de la même façon au Burkina Faso, etc. Donc, en fait, vous avez une créativité qui est permanente avec ce système de langage. Alors, juste pour vous dire, résumé pour ceux qui n'ont eu des enfants, mais c'était il y a très longtemps, ou pour ceux qui n'en ont pas encore eu, les grandes étapes de l'acquisition du langage. Ça commence extrêmement tôt. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut poser les téléphones. Déjà, pendant la fin de la grossesse, in utero, le bébé entend la voix de sa maman, enfin le fœtus entend la voix de sa maman, elle est transmise par vibration jusqu'à l'oreille du bébé. Et donc, ce qu'il entend surtout, c'est la mélodie des phrases. Donc, il va déjà se familiariser avec la mélodie de sa langue, et toutes les langues n'ont pas la même mélodie, ont les mêmes contours fréquents. Ensuite, il va apprendre les phonèmes de sa langue, le fait qu'en français, vous avez un U qui n'existe pas en anglais, que the, par contre, en français, vous ne l'avez pas. Donc, il va devenir familier avec tous ces phonèmes de sa langue. Et comment ces phonèmes se combinent, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait des combinaisons, à l'intérieur d'un mot. C'est-à-dire que tre est un phonème possible, enfin une association possible en français, comme train, mais knut, qui est le seul mot que je connaisse en français qui a un KN, vient du russe, et ce n'est pas du tout une suite de sons possibles à l'intérieur d'un mot en français. Et vous en avez bien d'autres, hein. Il y a des langues avec des chle qu'on n'a pas, et donc tout ça est appris dans la première année de vie. Donc vraiment tout ce qui concerne en fait les sons de la langue maternelle. Les premiers mots sont compris très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Déjà vers 6 mois, le bébé comprend maman, papa, son prénom, puis les mots fréquents comme bisous, manger. Alors les Français, c'est manger, ça ils comprennent très vite ça, ou boire. Les Japonais, c'était plus les mots de politesse. Il y avait eu toute une étude sur ce qu'on comprenait les différentes cultures. Et donc, bon, politesse pour les Japonais, manger pour les Français. À la fin de la première année, il a à peu près 50 mots. Et vous avez à ce moment-là, entre 1 an et 2 ans, cette explosion lexicale où vous allez passer d'un bébé ou d'un enfant qui ne disait quasiment rien à un bébé qui produit énormément de mots et qui comprend énormément de mots avec toujours une avance de la compréhension sur la production. Il va comprendre beaucoup plus vite qu'il ne va produire. Et donc quand on dit la jeunesse actuelle, elle a que 300 mots, c'est complètement n'importe quoi, puisqu'il a déjà 14 000 mots à 6 ans. Vous avez, quand vous pensez à tous les mots que vous connaissez, si vous aviez à décrire cette pièce, déjà vous utiliseriez déjà un nombre énorme de mots. Donc les enfants ont ces mots et ils acquièrent à peu près 10 mots par jour, et ça en fait pendant toute votre scolarité, l'université, puisque vous êtes confronté à des nouveaux domaines, vous allez continuer à acquérir à peu près 10 mots par jour. Alors après, quand on est comme moi, c'est un peu la fin. Je connais déjà trop de mots, j'ai du mal à apprendre des nouveaux mots. Alors la deuxième année de vie, c'est aussi au moment où vous commencez à associer 2 mots.
Vous voyez déjà aussi, ils vont produire des mots grammaticaux. Ils connaissent, on a fait des expériences en EEG où quand on leur présente des phrases qui sont mal construites, on a des réponses de surprise. Donc ils savent déjà comment une phrase simple, hein, bien sûr, c'est pas Proust, mais des phrases du genre le cheval, je sais pas quoi, je sais plus ce que c'était. Je regarde la fraise. Alors, ça marche, mais si je la regarde la fraise, ça va pas. Il est choqué parce qu'il y a trop de répétitions. Donc voilà. Et à 3 ans, on peut considérer que la structure du langage est en place. C'est-à-dire, en 3 ans, un bébé a compris complètement, enfin un enfant a compris complètement ce qu'est le langage, quelles sont les structures, et l'ordre des mots en français, il fait des phrases de 4-8 mots, etc. Ensuite, bien sûr, c'est pas fini, hein, je veux dire, il y a des structures syntaxiques qui vont demander beaucoup plus de temps à se mettre en place. Par exemple, les passives ne sont pas très bien comprises jusqu'en CP, donc jusqu'à 6 ans. Alors que c'est quand même une forme assez fréquente. Mais le principe de combiner des sons, de les mettre dans des mots, de mettre des mots dans des phrases et de dire que ça transmet de l'information, c'est totalement acquis à 3 ans chez la plupart des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe si justement vous n'avez pas de langage ou pour apprendre une deuxième langue? Ce que je voulais dire ici, c'est que le langage est vraiment une capacité du jeune enfant. En 3 ans, il acquiert une deuxième langue. Si vous me demandez de parler en anglais, j'ai beau avoir fait plein d'anglais, je suis toujours avec un accent pas très bon, des fautes de syntaxe, etc. Donc c'est vraiment, et c'est ce qu'on voit ici, la prononciation pour l'acquisition d'une deuxième langue dépend vraiment de l'âge à laquelle on est confronté à cette deuxième langue. Pareil pour la grammaire, avec un avantage quand même à l'immersion par rapport à apprendre juste à l'école. Et même si on considère la première langue, alors là c'est des situations un peu particulières, c'est en gros des enfants sourds qui malheureusement n'ont ni été appariés, ni été dans une école ou un endroit où on parle la langue des signes. Et on voit que s'ils ne l'apprennent, donc s'ils l'apprennent entre 0 et 3 ans, leurs réponses correctes une fois adultes sont presque à 100%. Mais vous voyez que si vous apprenez à 5-4 ans, ou si vous entre 5 et 8 ans, ou si vous apprenez entre 9-13 ans, vos capacités à l'âge adulte sont très basses. Et beaucoup plus basses, en fait, que des personnes qui avaient appris L1, qui avaient appris à parler une première langue et apprennent la langue des signes au même âge. Donc c'est vraiment l'absence de langage pendant toute cette période-là qui fait que vous n'arrivez pas à apprendre même une première langue. Donc là, le langage, c'est vraiment une invention du jeune enfant, quelque part. C'est lui qui va vous dire ils sont partis, par exemple. Ce n'est pas une erreur, ils sont partis. Ils étaient partis, et la forme correcte, mais elle est totalement non, ce n'est pas une règle. Donc c'est les enfants qui font les règles de la langue, en fait. Quand vous avez des communautés qui se rejoignent, par exemple, quand vous avez eu l'esclavage et que des gens venant d'Afrique ont été transportés au milieu d'Européens, et on a créé d'abord du pidgin, et ensuite des créoles, qui sont des vraies langues. Et là encore, c'est inventé par les enfants. C'est eux qui vont régulariser, c'est eux qui vont créer le langage. Je suis peut-être un peu extrême pour les linguistes, mais je pense vraiment que c'est les enfants qui créent les langues. Alors, maintenant que je vous ai montré toutes ces capacités remarquables, comment ils font? On n'a toujours pas très bien compris comment ils font, mais au moins, on sait qu'il y a une organisation du cerveau qui est très spécifique à l'espèce humaine et qui est présente chez tous. Donc c'est ça, c'est cette organisation qu'on a vue en IRM, qui va permettre aux enfants d'apprendre à parler. C'est-à-dire que le réseau du langage qu'on voit chez l'adulte, il est en fait déjà présent très très tôt, et je vais vous en donner un exemple. Mais ça ne suffit pas. Un bébé peut apprendre n'importe quelle langue grâce à ce réseau à la naissance, mais si personne ne lui parle, il ne va pas apprendre. Donc il faut une stimulation de ce réseau linguistique qui va lui permettre de s'ajuster aux propriétés de la langue maternelle. Et vous savez qu'il y a plus de 7000 langues au monde, donc chacune ayant un certain nombre de propriétés, donc il faut que l'enfant apprenne celle de la langue particulière dans laquelle il est. Et cet apprentissage n'est pas un apprentissage passif, on y reviendra, parce que vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de façon automatique, mais il faut quand même une attention de l'enfant, et donc c'est là que les interactions sont cruciales. Donc il faut un environnement, et un environnement avec des interactions
pour stimuler et spécifier ce réseau qui est présent chez tous. Alors, 7000 langues parlées actuellement dans le monde. Je ne compte pas toutes celles qui ont disparu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un système très créatif et très plastique. Hein. Plus personne parle latin, en tout cas couramment dans la rue. 300 langues signées. Les langues des signes sont des vraies langues, ont les mêmes propriétés que les langues orales. Donc, il y en a moins parce qu'il y a moins de personnes malentendantes, mais elles existent. Et donc, sauf pathologie, tout le monde apprend à parler. Bon, évidemment, il y a des dysphasies, c'est-à-dire des enfants qui n'arrivent pas à apprendre à parler, mais a priori, tout le monde apprend à parler. Donc, grâce à ces réseaux et l'immersion dans une langue particulière, et je vous ai mis là deux images d'IRM où on voit un nourrisson de 2 mois qui écoute une phrase en IRM et un enfant qui écoute une phrase, et j'aurais pu mettre un adulte, c'est exactement le même réseau que l'on voit à tous les âges, les mêmes régions qui répondent. Et si on regarde un peu plus jeune encore, donc là, ce sont des prématurés, ils sont nés à 6 mois de grossesse. Donc ils sont tout petits, hein, vous voyez là, le cerveau n'est pas lissé comme on peut le voir sur certaines images, il est naturellement comme ça, il n'a pas du tout la giration qu'on peut voir ensuite. Et donc on lui met des petites lumières sur la tête et la lumière émise dans une longueur d'onde précise est absorbée par l'oxyhémoglobine, donc par le transport de l'oxygène dans les globules rouges. Et donc, on peut mesurer l'activation des régions. C'est-à-dire les régions qui travaillent vont avoir besoin d'oxygène, donc vont diminuer le taux d'oxyhémoglobine et augmenter la déoxyhémoglobine. Et c'est ça qu'on mesure. Alors, il faut que je le démarre là. Donc, ce que vous voyez, c'est quand on enregistre les réponses à des syllabes. Au milieu, c'est quand la même syllabe est répétée, ba, 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 ba. En haut, c'est quand on change de syllabe, on fait ba, ba, pardon, ba, 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 ga, par exemple. Alors, baga, c'est une différence très subtile, hein, c'est 40 millisecondes. Il faut vous dire que la parole est vraiment difficile à percevoir parce que c'est un stimulus très rapide. Les changements, là j'avais un film où on voyait l'articulation, c'est passer de dire toute une série de phonèmes pour dire un mot, c'est extrêmement rapide. Et donc la différence entre be et ge, c'est 40 millisecondes. Donc si vous l'avez loupé, c'est un peu délicat, vous ne l'entendez pas. Eh bien les bébés à 6 mois de grossesse, vous voyez, répondent tout à fait au changement de syllabe par rapport à la situation au milieu, qui est une situation contrôle où la syllabe était toujours répétée. Tout en bas, on avait une situation de changement de voix, où on passait d'une voix d'homme à une voix de femme. Et moi, je pensais vraiment que la différence entre une voix d'homme et une voix de femme, c'est si évident pour nous, que c'est ça qu'ils allaient percevoir. En fait, ils ont très peu de réponses au changement de voix, juste un petit peu dans l'hémisphère droit, là, ici, qui différencie cette condition de la condition où il y a une répétition. Rien à voir avec la très grande réponse que vous aviez au changement de phonème. Donc les petits bébés humains sont préparés pour le langage, c'est ça qui les intéresse, qui fait réagir ces systèmes dans leur cerveau. La voix, évidemment, on peut se dire qu'à 6 mois de grossesse, ils n'en ont pas besoin, parce que d'habitude, ils sont in utero. Donc là, je suis très fonctionnaliste, mais ça va venir beaucoup plus tard. Et en fait, on n'est pas très bon pour reconnaître les voix. On est bien meilleur pour reconnaître les sons de la parole. Alors, je vais un petit peu vite parce que sinon j'ai besoin de toute l'après-midi, enfin toute la soirée pour vous raconter tout ce qu'on sait sur le langage. Donc je vous ai montré qu'il y avait des réseaux, qu'ils étaient présents très très tôt. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre qui sont les capacités d'analyse statistique de l'environnement. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose qui est assez affreux d'ailleurs. Et je vous fais maintenant écouter ça. Ah, pas parti. Ah, j'ai coupé le son.
Bon, je vous arrête ça parce que c'est assez horrible. Les pauvres bébés, ils écoutent ça pendant 3 minutes. Et donc, vous avez... Je ne sais pas si vous avez eu quand même le sentiment que la deuxième était plus organisée que la première. Dans le premier cas, on a juste présenté les syllabes de façon totalement aléatoire, les unes à la suite des autres. Dans le deuxième cas, vous avez dit qu'il va toujours être suivi de na va toujours être suivi de po, parce que dinapo, ça pourrait être un mot. Il y a une probabilité de 1 entre toutes ces syllabes. Mais dinapo peut être suivi par 3 autres mots. Donc, po peut être suivi par lu, par faux ou par ça. Donc, vous avez une chute de la probabilité de transition. D'accord ? Eh bien, quand on présente ça avec de l'EEG, on peut s'attendre à 2 choses. La première, c'est que comme vous avez des syllabes avec une durée tout à fait stable, eh bien, votre cerveau va commencer à battre à chaque début de syllabe. Vous allez avoir donc ici une fréquence qui va augmenter à 4 Hz. Et puis, si jamais vous découvrez les mots, parce que votre cerveau est capable de faire cette analyse statistique, vous allez commencer à battre à 1,33 Hz, puisque vous allez répondre maintenant à dit, à lu, etc. Et donc, on a testé des nouveau-nés. Alors, ça avait été montré chez les bébés de 8 mois, et ça avait été proposé comme un des moyens pour les bébés d'apprendre les mots. Et donc là, on a testé des bébés des nouveau-nés endormis. Eh bien, ils le font sans problème. Et donc, vous avez ici la réponse en EEG, donc c'est à différentes fréquences, et on va regarder la fréquence de la syllabe, qui doit être en vert ici. Donc, vous voyez, dans la séquence aléatoire, toutes ces électrodes se mettent à battre à la fréquence de la syllabe. Et puis, quand on est à la séquence de mots, eh bien, non seulement le cerveau bat à la fréquence des syllabes, mais il se met à battre à cette fréquence beaucoup plus réduite. Et vous voyez que quand il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas du tout de réponse particulière à ces fréquences. Donc ça veut dire que ces bébés ont été capables, de façon tout à fait automatique, le cerveau est capable de récupérer des informations statistiques dans l'environnement. Et c'est quelque chose de très basique parce qu'on a aussi fait chez des adultes comateux, et quand ils s'approchent du réveil, on voit qu'ils sont capables de faire la même tâche. Donc un système très automatique, mais qui vous permet de capturer des statistiques dans votre environnement. Je vous rappelle que c'est ce qui est à la base de ChatGPT, c'est juste des statistiques. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a certains événements qui sont plus fréquents que d'autres. Ben, vous voyez qu'on le voit ici dans le cerveau des bébés de façon tout à fait notable. Et donc ça peut leur permettre de récupérer des informations. C'est juste un exemple pour vous montrer comment ils peuvent analyser l'environnement autour d'eux pour découvrir les régularités de leur langue maternelle. Alors, je voulais arriver maintenant à un deuxième point, que je dis, bon, il faut apprendre la langue, mais la langue sert à représenter des catégories de l'environnement et vous sert à apprendre votre environnement. Et donc là, c'est une expérience que j'adore, qui est de Sandy Waxman, qui est déjà assez vieille, 2013, où elle présente à des bébés de 3-4 mois cette image-là. Puis, ça. Je vous sens interloqué. Qu'est-ce qu'on attend ici ? Ben, on attend que les bébés de 4 mois, qui ne connaissent rien à la vie, créer la catégorie dinosaure, et tout d'un coup voient un poisson, et se disent « Tiens, c'est nouveau, j'ai pas vu de poisson encore », et se tournent vers le poisson. Donc on utilise en fait l'orientation du regard, enfin Sandy Waxman utilise l'orientation du regard pour voir si effectivement les bébés ont créé la catégorie dinosaure et donc sont intéressés par la nouveauté, par le poisson. Vous allez me dire, bon, mais n'importe quoi. Comment ces bébés peuvent connaître des dinosaures, comment ils peuvent savoir qu'un tricératops, ça va avec un diplodocus, etc. Alors, je voudrais juste quand même vous dire qu'à chaque fois que vous voyez une de ces images-là, vous voyez des caractéristiques visuelles qui se répètent. C'est-à-dire que tous ces dinosaures, en fait, ils ont un corps avec des protubérances, des queues, des jambes qui dépassent, que n'a pas du tout un poisson. Et donc, en fait, vous avez des features, des éléments visuels qui peuvent vous permettre de créer une catégorie et opposer cette catégorie à cette forme totalement lisse sans excroissance. Bon, je vous rassure, les bébés de 3 mois, ils n'y arrivent pas.
Simplement, ce qu'a eu comme idée Sandy Waxman, c'est de se dire, maintenant, je reviens encore en arrière, vous compreniez bien, à chaque fois que l'image est présentée, elle dit « Regarde le Thomas, c'est un Thomas. Oh, le beau Thomas !» Et donc, à chaque fois qu'il y a une image, il y a une phrase avec le mot Thomas dedans. Eh bien, dans ce cas-là, les bébés s'orientent vers le poisson. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que vous présentez une image, ils entendent alors, ils ne connaissent pas les mots encore, mais ils entendent une séquence sonore qui se répète. Et donc, ils savent à 3-4 mois, on a d'autres expériences qui le montrent, qu'on transmet de l'information avec la parole. Et donc, s'il y a toujours le même séquence sonore qui vient associée à une image, ça veut dire que ces images partagent quelque chose. Et donc, le bébé va commencer à chercher qu'est-ce qui pourrait être dans l'image et créer donc la fameuse catégorie dinosaure. Et c'est bien le cas, parce que si on présente la parole à l'envers, ils n'y arrivent pas. Vous voyez, ils sont au hasard à 50% pour s'orienter vers le dinosaure ou le poisson. Et si on met des tons qui ne sont pas un moyen de communication humain, eh bien, ils sont à 0 aussi. C'est donc pas juste d'être stimulé par du son. Et à 6 mois, vous voyez, elle réplique. Et pour vous montrer que ça marche, nous, on l'a fait aussi en EEG chez des bébés de 3 mois, où on a appelé des pauvans, c'est des espèces d'oiseaux, des cafous, c'est des espèces de formes mécaniques. Et donc, quand on présentait soit l'image, enfin le son suivi de l'image, soit l'image suivie de son, et ce qu'on voit, c'est que effectivement, quand on fait une erreur, c'est-à-dire on dit pauvant et puis on montre une forme mécanique, eh bien la réponse à cette erreur est très différente de la réponse attendue quand la paire était attendue. Donc dans les régions visuelles, quand c'est l'image qui était une erreur, ou dans les régions auditives, quand c'est le mot qui ne correspondait pas au label. Et donc ils ont le même âge, donc on réplique tout à fait ce que Sandy Waxman avait fait avec un comportement visuel. Et donc ça prouve bien que ces capacités sont extrêmement précoces. Je ne sais pas s'il y a des personnes, des médecins un peu plus âgés, mais moi je me souviens qu'on m'avait dit en pédiatrie que les bébés n'avaient pas de cerveau, c'était juste des troncs cérébraux, des réflexes, et que tout ça, ça n'existait pas. Et donc maintenant, on en arrive à quelque chose de totalement différent, où on a vraiment un cerveau qui est très actif, et très actif dès le départ. Donc, en fait, le langage est un outil qui permet d'attirer l'attention du bébé vers une information pertinente et qui va en plus favoriser sa mémorisation. Parce qu'une fois que je vous ai pointé sur les dinosaures, voilà, il y a quelque chose qui a fait tilt dans votre cerveau, et la prochaine fois que vous verrez quelque chose, vous savez ce que c'est. D'accord ? Et alors, Sandy Waxman a fait une deuxième chose. Je vous ai dit, ça ne marche pas avec les tons, mais ça marche avec les mots. Alors, elle s'est dit, mais les bébés de 3 mois, ils ne savent pas encore très bien ce que c'est des langues, donc on va leur présenter un film où les deux personnes échangent. Il y en a une qui parle, qui dit I saw a dog the other day, et l'autre qui répond en faisant bip 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 boop boop. Voilà, il suffit de mettre un peu d'intonation, qu'elles se regardent, qu'elles répondent de façon contingente, et on a quelque chose qui peut paraître comme de la communication. Et un deuxième groupe de bébés entend les mêmes séquences sonores, mais elles ne sont plus du tout corrélées avec le visuel, et donc il n'y a pas d'aspect de communication particulier dans leur échange et donc dans les tons. Et elle refait l'expérience avec les dinosaures et les poissons. Et là, ce qu'elle voit, c'est que dans la situation où les tons étaient utilisés de façon communicative, donc après ce film-là, ils différencient le dinosaure du poisson, mais pas dans l'autre situation. Donc vous voyez, c'est bien parce que les bébés ont compris qu'on était en train d'échanger de l'information, et que donc si on utilise ce moyen d'échange de l'information, on est en train de me dire quelque chose sur l'environnement, donc je dois faire attention à cet environnement et récupérer ce qui est notable dans cet environnement. Donc par exemple, là, ici, c'est des statistiques, mais des statistiques dirigées sur les images et sur les éléments communs de ces images. Alors, c'est pour ça que j'en arrive à mon troisième et point essentiel, c'est que ces échanges sont cruciaux. C'est-à-dire que si l'enfant est au milieu
comme ici, et avec 2 personnes qui ne lui parlent pas, eh bien, il ne va rien apprendre. Alors que ce qu'on voudrait, c'est toutes ces occasions d'échange. Et voilà, pour vous distraire un peu, je vous ai remis une image du film. Ah, il ne démarre pas. Pour vous montrer que ça peut être très... Et c'est déjà du langage, c'est déjà ce qui va créer cette capacité à transmettre de l'information, à comprendre qu'il y a de l'information et qu'on a du plaisir à échanger. Alors, ce qui se passe, c'est que... Donc ça, c'est une très vieille étude qui a été beaucoup critiquée, c'est l'écart de mots entre des enfants venant... donc là, c'était aux États-Unis de parents qui étaient à l'aide sociale versus, par exemple, les parents qui viennent du milieu académique. Et vous voyez qu'il y a, si on regarde à 12 mois, 24 mois, 38 mois, le cumul de mots pour ces 3 types de familles, quand on arrive à 48 mois, on a un écart de 30 millions de mots. C'est énorme. Donc ChatGPT, il lui faut beaucoup, il lui faut 30 millions de mots. Donc si on a des statistiques, si on a tous ces systèmes derrière, plus ce que je vous ai montré aussi, le fait que vous montrez, etc., cet écart, il est énorme. Et non seulement il y a un écart du nombre de mots entendus, mais aussi sur le type de mots qu'on donne dans ces familles. Les félicitations, les confirmations, c'est beaucoup plus dans les milieux, disons, académiques. Et par contre, dans certains milieux, c'est tais-toi, va te coucher, non, et donc des interdictions, des évaluations négatives. Vous voyez quand même les grosses différences culturelles. Et donc on sait aussi que si on regarde le développement du langage chez l'enfant, il y a des écarts énormes entre les enfants. Vous avez ici, donc là c'est une très grosse base de données où plein de gens rentrent des données. À 30 mois, la moyenne est à peu près à 500 mots, mais il y a des enfants qui sont encore, voire on voit un peu de gris, qui sont encore à moins de 200 mots. Donc c'est cet écart qui est préjudiciable. Et c'est pas seulement que... non, d'abord une première chose, c'est qu'en fait il y a une relation très directe entre le nombre, le vocabulaire à 2 ans et le nombre de mots dits par un adulte par heure quand on met par exemple un micro et qu'on enregistre ces informations. Mais c'est... Ah, non, je voulais dire quelque chose, mais je n'ai pas mon image, excusez-moi. Et là, c'était une étude en IRM. Alors chez des enfants plus vieux, c'est des enfants de 4-6 ans, chez lequel on a mesuré, ils ont eu un micro pendant plusieurs semaines avant de passer à l'IRM, et donc c'était le nombre d'échanges qu'il y avait dans la journée. Et ensuite, ils ont passé l'IRM, et vous avez, pendant qu'ils écoutent des phrases, et vous avez une activation bien supérieure, corrélée avec le nombre d'échanges. Et c'est pas seulement... une activation qui est supérieure, la maturation aussi de ce gros faisceau qui est un faisceau qui s'appelle le faisceau arqué, qui relie les régions de réception du langage, l'écoute de la parole, aux régions de production en frontale. Il est énorme et c'est un faisceau qui est un petit peu spécifique à l'espèce humaine. Il n'est pas aussi gros, même chez le chimpanzé, et il est très asymétrique vers la gauche chez les humains, donc dans les régions du langage. Et vous voyez que sa maturation est aussi très corrélée avec le nombre de tours de conversation. Alors, ce n'est pas seulement l'augmentation du stock lexical, comme on le voit ici, c'est aussi l'efficacité linguistique. Alors ici, vous avez déjà la comparaison des enfants venant de bas niveau socioculturel en bas et de haut niveau socioculturel à 2 âges. Donc vous voyez à nouveau ce décalage. Mais ici, c'est une étude où un bébé est placé au centre, on lui demande où est le chien. Et ce qu'on mesure, c'est la vitesse avec laquelle il va se tourner vers le côté, vers l'image du chien. Et vous voyez qu'il y a des enfants qui se tournent beaucoup plus rapidement vers le chien par rapport à d'autres. Et en fait, ce sont les enfants à qui on a le plus parlé qui sont plus efficaces pour récupérer l'information et donc pour l'utiliser dans la vie de tous les jours. Et donc, vous avez un décalage qui est déjà de 6 mois à cet âge-là, ce qui est énorme. Vous avez des enfants de 24 mois, vous avez un décalage de 6 mois, c'est un quart
de leur vie. Hein, vous voyez ici que les bébés de haut niveau socio-économique ont le même niveau à 18 mois, enfin la même efficience à 18 mois que les bas niveaux socio-économiques à 24 mois. Donc c'est des effets qui sont très gros. Et ce décalage persiste. Hein. Vous avez là une étude entre 3 ans et 12 ans. Et vous voyez que là encore, on a un effet du niveau socio-économique. Alors, en France, je fais partie du Conseil scientifique de l'éducation nationale, comme on l'a dit, mais on a mis en place, avec le service de statistique de l'éducation nationale, un certain nombre de tests pour évaluer les enfants. Donc là, c'est un test qui est sorti l'année dernière sur l'apprentissage du vocabulaire en maternelle. Et vous voyez donc à nouveau un écart de 10. Hein. L'échelle ne veut rien dire, hein, c'est simplement l'écart entre les classes défavorisées et les classes très favorisées, déjà liées au milieu socio-éducatif, qu'on retrouve en CP. Vous voyez, ça, c'est les plus défavorisés. Les plus favorisés, vous avez toujours un écart qui persiste et qui va persister. Le deuxième écart que vous pouvez voir, c'est l'écart filles-garçons. Les filles sont en avance. Vous l'avez aussi en maternelle par rapport aux garçons. Et le troisième effet, qui est aussi un effet, je dirais, biologique, c'est l'âge de naissance, le mois de naissance dans l'année. Et ça, les enseignants, par exemple, sont toujours surpris quand je leur montre ces données. Vous voyez là, en maternelle, suivant que vous êtes né le premier trimestre de l'année ou le dernier trimestre, bon, en maternelle, on s'y attend un petit peu. Ils sont en petite section, ils ont très peu, mais il existe, et il existe toujours en CP, donc à 7 ans. Vous avez un effet tout à fait linéaire du mois de naissance avec les compétences en langage oral. Et donc ça, c'est important pour les enseignants de le savoir, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de troubles du langage et de déficit de l'attention diagnostiqués chez les enfants de fin d'année. Et en fait, c'est sans doute parce qu'on ne se met pas à leur niveau. On exige qu'ils soient à ce niveau-là, alors que biologiquement, ils sont 1 an plus jeunes pour certains. Et donc, il faut les aider à passer ce cap, mais il ne faut pas les submerger non plus. Alors, quelle heure il est? Parce que je parle. Ça va? Je peux encore continuer. Alors, je vous ai dit que y a un rôle important des interactions sociales. Et là, je voulais vous en montrer un autre exemple. Vous savez qu'à la fin de la première année de vie, les bébés perdent la capacité à discriminer des sons qui ne sont pas dans leur langue. Donc au départ, un bébé, peut apprendre n'importe quelle langue. Et puis, comme je vous l'ai montré au tout départ, à la fin de la première année de vie, il connaît les sons de sa langue, il connaît comment ils sont combinés dans ses mots. C'est pas seulement qu'il devient plus capable dans sa langue, il perd aussi des capacités des langues étrangères. Et donc, il y a un contraste chinois. Bon, pour vous donner un exemple, c'est la différence entre re et le que les Japonais n'arrivent pas à faire. Eh bien là, c'est une différence en chinois, en cantonais, que nous, francophones et les anglophones, ne sont pas capables de faire. Et donc, vous voyez que des bébés des bébés de 12 mois chinois, donc vous n'avez pas l'échelle, mais font la discrimination. Et là, on est au hasard pour les bébés anglais. Alors, ce qu'a fait Patricia Kuhl à Seattle, c'est qu'elle les a fait venir, les bébés plus jeunes, dans le laboratoire. Et puis, elle les a entraînés avec une expérimentatrice chinoise pour un groupe et une expérimentatrice américaine pour l'autre, anglaise, je veux dire, qui parlait anglais. Et donc, ils ont joué, mais très peu de temps, en fait. C'est 1 heure, 6 fois, 6 heures. Eh bien, quand on voit à la fin de l'expérience, au bout des 6 heures, vous voyez que les enfants américains qui ont joué avec la dame chinoise, eh bien, sont au même niveau que les enfants chinois natifs, et alors que les autres, ils sont comme ceux qui ne sont pas venus au laboratoire, ils n'arrivent pas à discriminer ce contraste. Alors, je vous ai dit, tout ça, c'est des statistiques. Il suffit d'exposer ces enfants à l'enregistrement audio qui avait été fait pour ce groupe, ou l'enregistrement vidéo, ça ne marche pas. Vous voyez, ils sont aussi mauvais que ceux qui n'ont entendu que de l'anglais. Pourquoi ? Parce que là, on est aussi dans une situation où
c'est pas simplement les statistiques de base. Il faut utiliser maintenant ce qu'on appelle votre métacognition, c'est-à-dire le fait que vous réfléchissiez sur à quoi ça sert, pourquoi ça sert, qu'est-ce que je veux apprendre. Et donc c'est fait beaucoup mieux avec un vrai individu qu'avec un film ou un enregistrement audio. Donc mettre les enfants devant des films anglais, ça ne marche pas, si vous voulez leur apprendre l'anglais, de même que de leur faire écouter des histoires la nuit. Alors, je vous donne un petit peu des miettes, des bribes de choses. J'espère qu'à la fin, ça fera un peu sens. Mais j'aime bien cette étude, c'est pour ça que je la présente. Vous êtes un bébé, un enfant, vous regardez une situation comme celle-ci, où vous avez une dame qui a deux objets devant elle, A et B. Puis elle regarde le premier objet A, elle fait un grand sourire. Elle regarde le deuxième objet B, elle fait une grimace. La question est, maintenant, si je vous demande, enfin, moi, bébé, elle me demande de lui donner un objet, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais lui donner l'objet A, puisqu'elle avait l'air de l'aimer. Hein. Donc, c'est ce qui se passe dans ce cas. Il y a 87% des bébés qui lui donnent l'objet A. Simplement, maintenant, je fais une autre chose. Cette dame sort, après avoir fait toutes ces grimaces, et maintenant, il y a une deuxième personne qui arrive. Et là, vous êtes coincé. Vous êtes coincé pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que... Oh, moi, je suis dyspraxique, hein, vous m'excuserez, mais 3 boutons, c'est trop. Alors, bon, voilà, je me suis encore trompée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que cette dame-là n'aime pas, pour une raison tout à fait particulière, l'objet B? Ou est-ce qu'en général, c'est un objet qu'il ne faut pas aimer, c'est poison, il ne faut pas le prendre? Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que parent, enseignant, ce que je suis en train de faire aussi en ce moment, pour dire l'information que je vous donne est générale et n'est pas spécifique à un contexte? Il suffit de regarder, je ne vous laisse pas deviner parce que c'est toujours embarrassant quand les gens cherchent et ne trouvent pas. Donc, en fait, c'est ce qui se passe ici. Dans cette situation-là, elle a fait tout son business là, sans jamais regarder le bébé. Et vous voyez que le bébé en conclut que, bon, on peut lui donner l'objet A ou l'objet B, c'est pas très grave. Là, elle a fait un contact oculaire avant de faire la chose. Et dans ce cas-là, il généralise, il lui donne dans 69% des cas l'objet A. Alors évidemment, hein, c'est des bébés, c'est pas 100%, c'est pas ce qu'on voudrait de façon idéale, mais vous voyez la différence de situation. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce que je fais actuellement. Je veux vous donner une information. Donc j'essaye de faire un contact oculaire avec les uns ou les autres, tant que je ne suis pas éblouie par le projecteur. J'essaye d'avoir une voix intonnée. J'essaye je lève les sourcils, j'ai toutes ces mimiques faciales qu'on fait de toute façon complètement spontanées. Hein. C'est pas parce que je me force à le faire, c'est parce qu'en fait, dès qu'on veut enseigner, dès qu'on fait du théâtre, dès qu'on parle à des enfants, dès qu'on veut transmettre une information, c'est quelque chose qu'on fait spontanément. Et c'est très utile pour l'enfant, parce que c'est là qu'il va savoir, ah bah oui, là c'est un truc que je dois me souvenir pour tout le temps. Ou là, c'est maman, elle a fait, je ne sais pas ce qui lui est arrivé ce matin, elle a fait quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose dont je dois me souvenir. Et tous ces indices non-verbaux sont très importants aussi en classe, pour savoir un petit peu ce que vous racontez. Par exemple, l'autre fois, je me suis demandé, on raconte plein d'histoires aux enfants, c'est affreux. On leur dit qu'Astérix, il boit de la potion magique, et puis il va dégommer tous les Romains. Et puis après, on leur dit, ben non, ici, c'est très sérieux, un triangle à 3 côtés, etc. Je veux dire, comment ils arrivent à se repérer dans ce qui est vrai et ce qui est faux, vu tout ce qu'on leur raconte à longueur de journée. Et alors, du coup, je me suis dit, ça doit quand même être étudié. Et en fait, c'est exactement ça. Si vous commencez à raconter des blagues, des choses fausses, comme Astérix, vous allez être beaucoup plus dans le contact, surjouer les choses. Et du coup, en gros, ça veut dire, tu me crois pas, enfin, tu me crois un peu, mais pas complètement, parce que vous voyez, et en fait, tous ces signes non-verbaux qu'on fait de façon totalement implicite, hein, personne ne nous a dit que quand on racontait une histoire de fées, il fallait surjouer le truc parce que sinon il allait croire. Mais on le fait spontanément. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est tous ces signes que vous donnez en permanence, donc par le langage, mais aussi par votre attitude sur ce que le bébé doit comprendre du monde autour de lui. Et
ce qu'on découvre un peu dans ces dernières années, on savait déjà depuis longtemps qu'ils étaient très subtils sur le plan du langage, comme je vous l'ai montré, mais aussi sur leur façon de décoder les attitudes, les visages, les grimaces, etc. Et tout ça est crucial pour leur faire comprendre ce qui est en train de se passer autour d'eux. Et donc, si vous êtes sur votre téléphone, vous ne pouvez plus donner ce type d'informations. Alors, je vais bientôt terminer. Par exemple, une question. Vous pouvez vous dire, bon, bah, tout ça, c'est très bien, mais maintenant, je veux voir mes petits-enfants avec Zoom ou Teams, et puis on m'a dit qu'il ne fallait pas d'écran. Ce n'est pas un problème, tant que vous gardez les interactions. C'est ce qu'on voit ici. C'est une expérience où on leur fait apprendre des verbes. Soit c'est une interaction en réel, soit par vidéo. Il n'y a pas de problème, ils apprennent de la même façon. Par contre, là, ils n'apprennent pas si, du coup, on perd cette contingence, on perd cet échange, c'est-à-dire qu'on présente n'importe quoi dans n'importe quel ordre, et du coup, ils sont perdus. Par contre, aussi, si vous leur faites apprendre un mot et que tout d'un coup, le téléphone sonne, je vais répondre. Eh bien, à ce moment-là, vous coupez l'interaction, et c'est très délétère. L'enfant stoppe l'apprentissage. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous l'avez laissé tomber, si je puis dire, pour aller répondre à un autre. Et donc, ça empêche, et c'est ce qu'on voit ici, ça empêche l'apprentissage en vert quand on a été interrompu par rapport à la situation bleu. Donc, quand vous avez l'intention... D'ailleurs, c'est un petit peu à table aussi. Si vous êtes avec des invités, vous n'allez pas tout arrêter pour aller répondre au téléphone, sauf s'il y a une urgence, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est la même chose. Il faut considérer les enfants comme vos amis. Vous faites la même chose. Vous ne vous interrompez pas si vous êtes en train de discuter de quelque chose d'important, parce qu'il y a un téléphone qui sonne. Alors, je vais sauter tout ça, parce que sinon, on va avoir... ça va être trop long. C'était pour vous dire qu'une des solutions aussi, c'est la lecture. Mais attends, je vais quand même revenir. La lecture est cruciale, et la lecture est utile dès le départ, même quand le bébé fait baba et qu'il tape. Vous lui montrez des images, il n'a rien compris, il a vu les dinosaures, il ne comprend rien, mais vous avez nommé des choses. Tous ces signes que vous lui donnez, il apprend. Il apprend aussi que quand vous vous adressez à lui, vous faites ces mimiques, il apprend. Ce non-verbal est aussi appris. Et en plus, vous allez utiliser des mots beaucoup plus complexes dans les livres que ceux de la vie de tous les jours, des structures plus complexes. Vous allez parler de choses dont vous n'allez pas parler tous les jours, donc vous accroissez son vocabulaire et son aisance avec le langage. Alors là, c'était une étude qui montrait un écart de plus. C'est PISA, vous savez, ces études internationales dont on nous dit régulièrement... Par exemple, pour la France, on continue à chuter de plus en plus. Je ne sais pas où en est la Suisse. Mais en particulier, donc, en France, vous avez 40% des enfants de faible niveau socio-économique qui sont en difficulté à l'école. Donc là, c'était une étude sur le langage oral. Alors que dans les pays de l'OCDE, c'est 34%. La France est vraiment catastrophique. Donc ça a été confirmé dans d'autres écoles. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2015, ils ont fait une enquête un peu rétrospective où ils ont demandé aux parents, ils ont fait remplir un questionnaire, s'ils avaient lu des histoires aux enfants pendant la maternelle. Et vous voyez l'écart dans leur performance de langage oral pour les enfants à qui on a lu des histoires et ceux à qui on n'a pas lu. Et vous avez parfois des écarts de 20 points, ce qui en fait compense les écarts liés au niveau socio-économique. Donc c'est très important. Et je voulais juste finir sur des choses gaies quand même, pour vous dire que ça marche de parler aux enfants. Là, vous avez vu tout à l'heure, c'était la maturation du faisceau arqué en fonction des tours conversationnels. Et là, c'est une étude qui vient de sortir, enfin 2024, où ils ont regardé 6410 enfants, donc on n'est pas à 20 enfants, on est vraiment sur des gros nombres, sur 21 sites aux USA, donc qui allaient de milieux très favorisés à pas très favorisés. Ils ont été testés à 9-10 ans avec une IRM, mais ils avaient un suivi démographique depuis très longtemps, et ils ont regardé différents facteurs qui corrélait avec la maturation de ces faisceaux. Et il y a un faisceau, donc ce faisceau arqué très important, qu'on avait déjà tout à l'heure, celui-là, qui relie les régions de perception et de production, qui est tout à fait affecté par le niveau de l'école, indépendamment de l'environnement familial, des revenus, de la cohésion sociale, de l'éducation des parents, etc. C'est-à-dire, si vous avez des bonnes écoles, même dans des milieux
défavorisés, vous allez pouvoir améliorer donc la maturation de ces réseaux et sans doute associer, bon pour le moment là c'est une corrélation, mais sans doute associer aussi au niveau de vocabulaire. Et puis, juste une dernière, je m'arrête là après. Non, c'est la dernière, vraiment. Parce que je la trouve très belle aussi, comme histoire. Parce qu'on dit, en ce moment, on a des restrictions budgétaires, on dit qu'il ne faut pas donner, tout ça, c'est de l'argent gaspillé. Mais là, au Ghana, il s'est passé qu'il y a eu 2000 enfants, 2000 jeunes, dont la moitié de filles, qui avaient réussi l'examen d'entrée à l'université. Simplement, il n'y avait pas d'argent pour payer les études. Et donc, le gouvernement a décidé de tirer au sort ceux qui allaient pouvoir bénéficier d'une bourse pour faire les études. Donc là, maintenant, on regarde non pas ces personnes-là, mais leurs enfants. Et ce qu'on voit, c'est que l'éducation de la mère favorise la survie de l'enfant. Le taux de mortalité à l'âge de 3 ans est différent pour les enfants des mères bénéficiaires. Est supérieur pour est inférieur pour les enfants des mères bénéficiaires par rapport aux mères contrôle. Le père, ça n'a aucun effet. Donc, je suis désolée, messieurs, mais peut-être au Ghana, vous occupez pas assez des enfants, donc ça ne joue pas. Et dans beaucoup d'endroits, hein, c'est vraiment éduquer la maman qui est crucial. Et vous avez après les performances cognitives, et vous voyez en fait qu'on voit pas grand-chose sur les premières années, mais par contre, dès qu'on arrive à l'école, ces enfants sont beaucoup plus performants que les autres quand leurs mères ont bénéficié de cette bourse. Et c'est dans toutes les compétences, langage, cognition numérique, cognition spatiale, fonction exécutive. La seule qui ne bénéficie pas, c'est pas étonnant, c'est la cognition sociale, parce que ça, évidemment, si vous avez des parents aimants, ça marche et ça se développe. Donc c'est vraiment les compétences à l'école. L'éducation de la mère va favoriser les compétences à l'école. Et là aussi, on voit qu'un langage plus riche pendant les premières années va aussi avoir des conséquences à l'école. Donc voilà, j'ai terminé. Mon message, c'est Non, c'est vrai. Il faut garder les messages. Hein, bon. Non, mais c'est très simple. Il faut parler aux enfants. Quantité, diversité, synergie, c'est-à-dire il faut ces échanges. Il faut profiter de leur attention. Donc il faut un environnement interactif et structuré avec un environnement social, ces échanges, c'est vraiment très important, ces échanges entre les parents et l'enfant. Vous allez me dire, mais oui, mais il y a des parents qui ne savent pas très bien parler, c'est pas grave, ils chantent, vous avez vu, ta, tout le monde sait faire ça. Mais il faut vraiment le redire aux parents. Parce qu'on a cru très longtemps que le langage c'est si facile, tout le monde l'a, que ça vient comme ça. Mais si on ne fait pas ces échanges, j'ai peur, parce que c'est, comme vous l'avez vu, il y a des périodes critiques, on va perdre et on ne va pas pouvoir le rattraper. Mais par contre, il y a quand même des initiatives qui montrent qu'on peut agir. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment extrêmement intéressant. Je propose qu'on prenne quelques questions et puis on pourra peut-être poursuivre à l'apéritif. Quelqu'un veut commencer? Monsieur. Ah, madame. Vous voulez que je vous passe le... Ouais, je vais me mettre là. Vous avez beaucoup insisté sur la communication et l'interaction mère-enfant. Mais je suis souvent frappée de voir des mamans qui ont un landau ou une poussette, l'enfant est tourné vers la rue et la maman a le téléphone sur l'oreille. J'ai même appris l'autre jour qu'il y avait, je ne sais plus quel vendeur de jouets pour enfants, qu'un support téléphone pour le bébé aussi. Non, mais c'est pour ça, je pense qu'il y a un rôle important, d'abord dans les maternités, de rappeler aux mamans que c'est important. C'est pas évident de comprendre que c'est important, hein, parce que le bébé il parle pas, donc c'est quelque chose qui pourrait. Et comme beaucoup de mamans maintenant n'ont plus de frères et sœurs, les familles sont beaucoup plus petites, n'ont pas vu les jeunes enfants. Si on leur dit pas, ils peuvent pas le deviner. Et je pense que c'est donc maintenant un message explicite qu'il faut donner aux parents. Si j'ai bien compris, vous nous avez montré que certaines séquences de syllabes étaient reconnues comme des mots dès la naissance.
Quand on les met dans cette situation. Ouais. Et donc, on peut se dire que, d'une certaine façon, il y a quelque chose qui est préexistant par rapport à la reconnaissance de ce qui peut être un langage. Sans doute, oui. Mais est-ce qu'on peut en déduire que finalement tous les langages humains créés sont d'une certaine façon contraints, disons, ils ont été contraints par la capacité du cerveau à créer ces langages? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, le problème, c'est qu'on connaît... je trouve que le langage est la question la plus difficile à résoudre dans le cerveau. Comment un cerveau arrive à faire du langage? A priori, ce qu'on a envie de dire, c'est quand même il y a eu une évolution de ces langues pour qu'elles soient le plus simples. Enfin, il y a deux contraintes. Un, il faut qu'elle soit facile à prononcer. Et deux, il faut qu'elle soit facile à décoder. Donc, il y a deux contraintes. Et ces deux systèmes contraignent un petit peu ce qui peut faire un langage. Mais sorti de là, et donc, effectivement, il faut que ça soit prononçable. Par exemple, si on a des choses qui deviennent non prononçables, c'est pas possible. Et on sait qu'il y a, dans toutes les possibilités qu'on pourrait avoir, par exemple, de grammaire, on sait que certaines possibilités ne sont utilisées par aucune langue. Donc il y a des contraintes biologiques sur ce que peut être une langue ou une langue bien formée. Maintenant, la question suivante, c'est qu'on voit qu'on utilise et qu'on invente des nouvelles langues. Le morse, par exemple, on peut considérer que c'est une langue. On va transmettre de l'information en faisant juste des bips courts et des bips longs. Donc il y a après du langage musical, il y a du langage mathématique. Donc on n'arrive pas à comprendre très bien comment tous ces systèmes s'articulent et qu'est-ce qui fait la spécificité. On sait simplement que les humains le font et les autres animaux ont du mal à le faire. Alors certaines espèces, dans toutes les familles animales, il y a des espèces qui sont plus... qui produisent de façon plus créative du langage. Chez les oiseaux, vous avez les perroquets, chez les baleines, enfin chez les poissons, pardon, les mammifères marins. J'ai manqué de dire une grosse bêtise. Vous avez des dauphins, etc. Donc vous avez comme ça des espèces qui semblent avoir des productions de la créativité dans la transmission. On ne sait pas très bien les décoder, donc on est un peu... Voilà, ma réponse est très ouverte là. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour ce talk. Moi, je suis jeune maman, donc c'est vraiment assez inspirant. Et puis on se pose beaucoup de questions ensuite. Et ma question était plutôt, on a toujours tendance à parler aux enfants naturellement. Pas dans le langage comme les adultes en parlent, mais plus oh pipi, machin, je sais pas, enfin un peu plus. Tout à fait. Est-ce que ça a une incidence parce qu'on entend des fois, est-ce que c'est préférable leur parler un langage adulte, on va dire, ou l'interaction est... Il y a plusieurs choses. Il y a hyper intoner le langage, on sait que ça va attirer l'attention. C'est-à-dire, si vous parlez de façon très monotone, c'est comme à la radio, si vous avez quelqu'un qui parle, vous ne l'écoutez pas. Donc, le fait d'avoir ces intonations, de parler plus lentement aussi, parce qu'on sait qu'ils sont plus lents, ça aide les bébés. On sait aussi que les mamans qui articulent mieux, chez leurs enfants, on a un vocabulaire qui se développe plus vite. Mais maintenant, là, en fonction des cultures, on a des différences. Par exemple, en japonais, on va être beaucoup plus... on ne va pas avoir l'explosion intonative des Américains, par exemple. Et donc, il y a une grande variation à travers ça. Donc, je pense qu'il faut faire un peu à son idée, comme on le sent. Voilà. Disons que, en particulier pour les enfants qui ont des difficultés de langage, par exemple, parce qu'on sait des prématurés, par exemple, ou les enfants qui ont, dans la famille, il y a déjà eu des troubles du langage, il faut intoner, bien articuler, se mettre face à eux. Les enfants malentendants, c'est un peu aussi la même chose. Donc ça favorise. Merci. Voilà. Ma première question, c'était en fait celle qui vient d'être posée, donc ça tombe très bien. Donc j'en ai vite créé une deuxième. C'est sur quand on a deux parents, il y a deux parents qui peuvent parler dans deux langues différentes. Est-ce qu'on sait si c'est mieux que la mère utilise
qu'une langue le perd qu'une autre, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été... Il y a eu beaucoup de travaux sur le bilinguisme, hein. Surtout il y a des pays très bilingues, la France ne l'est pas, mais l'Espagne, la Catalogne, le Canada, etc. Et donc en fait, les enfants séparent très tôt les langues, les deux langues. Bon, généralement, en plus, il y a quand même une prédominance, c'est-à-dire que la maman va parler plus souvent une langue, le papa plus souvent une autre, mais il n'y a pas d'obligation. Et donc, ils vont associer aussi des grands-parents avec telle et telle langue. Ils les séparent extrêmement tôt. Parce qu'à un moment, il était dit, ils mélangent les langues. C'est pas vrai. Même le catalan et l'espagnol, qui sont deux langues extrêmement proches, ils ne mélangent pas. Ils savent parfaitement. Ce qui se passe, c'est que des fois, ils n'ont pas le mot dans une langue, donc ils l'utilisent dans l'autre. Ils switchent. Ils changent. Alors, après, sur les autres avantages, il avait été dit à un moment que ça favorisait les fonctions exécutives parce qu'ils étaient obligés de contrôler à chaque moment dans quelle langue ils parlaient, quelle langue... Ça, c'est plus ou moins... Il y a des études qui disent oui, des études qui disent non, donc c'est plus ou moins avéré. Mais par contre, l'éveil aux deux langues, de l'apprentissage précoce de deux langues, ça, c'est un bénéfice excellent. Bonsoir. Ma question, c'est pour les enfants prématurés. Comment ils se rattrapent pour la période de manque dans le... Pour les enfants prématurés? Oui, pour les enfants prématurés, comment ils se rattrapent pour la période qui manque dans le ventre de maman? Alors, est-ce qu'il y a un effet déjà? Alors, il y a Petra qui serait plus à même que moi d'en parler. Il se passe plusieurs choses avec les enfants prématurés. La première, c'est quand même ils sont dans un milieu beaucoup plus à risque que in utero, je veux dire, où ils sont protégés. Une deuxième chose, c'est qu'ils perdent effectivement la proximité de la voix maternelle. Souvent, ce qu'on note, c'est qu'ils ont été moins exposés au langage que in utero, parce qu'évidemment, la personne ne parle pas... Dans un centre de néonat, c'est pas toujours facile de parler. Il y a des moments où les gens sont là, des gens pas là, etc. C'est pas la même chose que d'être tout le temps avec sa maman. Et donc, sans doute, ça affecte le développement du langage. Il y a des lésions cérébrales, malheureusement, parfois chez les prématurés. Mais en fait, ce que a montré, par exemple, Petra, c'est d'utiliser la musique ou d'utiliser la voix de la maman, de la passer, donc de compenser l'absence de stimulation par des enregistrements. Ça marche, mais on n'a pas de recul à long terme pour voir si... il y avait plus ou moins de troubles du langage. Mais c'est vrai que les prémas sont une population à risque de troubles du langage. Donc, en fait, il faut leur parler, il faut intensifier. Comment dire? Il ne faudrait pas partir en disant « aïe, 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 si j'ai un enfant préma, c'est la cata ». Le cerveau humain est quand même favorise le langage. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à communiquer. On est tous faits parce qu'on est une espèce sociale, on veut communiquer, on veut passer de l'information. Donc le système est boosté pour le faire. Donc s'il y a une difficulté, je pense d'abord, en étant conscient de cette difficulté, en utilisant ce que j'ai dit de bien intoner, etc., en stimulant l'enfant, on récupère beaucoup de choses. Moi, j'ai des petits-fils prématurés, je ne vois pas du tout de problème là. Donc, oui. Ma question, c'est est-ce que la particularité structurelle de certaines langues favorise l'apprentissage de la musique? Merci. C'est une belle question. Alors, il semble quand même que la musique soit un système qui est très parallèle à la langue, avec des auteurs, une organisation hiérarchique, un peu en arbre, etc. Simplement, il semble que ça soit un système différent des langues. Et toutes les langues, certaines ont des tons, mais c'est des tons linguistiques, c'est pas des tons musicaux. Il y a une séparation entre les deux systèmes. C'est-à-dire même des tons qui sont perçus, c'est des expériences marrantes parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des sons ambigus qui peuvent être perçus comme de la parole ou perçus comme de la musique. Généralement, une fois qu'on les a perçus comme de la parole, on ne peut pas revenir en arrière. Et on voit que ces deux systèmes, alors que c'est exactement le même son, mais le fait qu'on l'entende maintenant comme de la parole, ça switch, ça change de réseau cérébral.
Donc en fait, il n'y a pas d'avantage, je dirais, comme ça, vu de ce que je sais sur le développement du langage et les différences entre langues, il n'y a pas d'avantage d'une langue pour la musique. Par contre, ce qui a été dit, mais ça n'a pas été répliqué, c'était que quand des musiciens, par exemple, ils avaient comparé la musique française, Debussy, Ravel, etc., avec la musique anglaise, et ils disaient que la mélodie de ces musiques était différente et que c'était lié à la langue. Mais en fait, ça pas. Il y a des gens qui ont fait des études plus sérieuses et sur plus grande échelle, ça n'a pas été répliqué. Donc, a priori, je dirais que c'est des systèmes différents, qu'il n'y a pas d'avantage pour une langue par rapport à l'autre pour la musique. Maintenant, vous pouvez stimuler un enfant avec de la musique et c'est ça qui compte. On va prendre une toute dernière question, monsieur, madame. Bonsoir madame, merci pour cette conférence qui était très intéressante. Ma question est, est-ce qu'un enfant qui a parlé une langue depuis bébé jusqu'à 10 ans peut oublier cette langue et ne plus s'en souvenir de cette langue qu'il a parlé pendant des années? Oui. On a eu une expérience avec le coréen, parce qu'à un moment, la Corée a laissé beaucoup d'enfants à l'adoption. Et donc, ces enfants sont arrivés en France, et parfois jusqu'à un âge assez tardif, jusqu'à 6-8 ans, pour l'expérience, l'étude que je connais. Et ils ont été testés comme adultes, et ils ne se souvenaient pas d'un seul mot de coréen, même quand ils ont été adoptés tardivement. Et donc, on a cherché par tous les moyens en se disant, mais d'accord, ils s'en souviennent plus si on leur demande, mais peut-être que leur cerveau s'en souvient, on leur a passé du coréen avec de l'IRM en se disant, mais on va voir Non, ils se comportaient vraiment comme des Français. Ils avaient perdu aussi, je vous ai dit, il y a ces discriminations de sons qui sont fixées dans la première année de vie, donc on s'est dit, ils devraient les conserver. Il y a des discriminations de sons coréens qui n'existent pas en France, et il y a des sons français qui sont très difficiles. Toutes les nasales qu'on a en français c'est très difficile pour beaucoup de langues, et donc notamment pour le coréen. Et en fait, ils étaient strictement identiques à des Français natifs. Alors, vous allez me dire, ça tombe un peu en contradiction avec ce que je vous ai dit jusque-là. Ce qui prouve que la biologie est plus compliquée que la physique, d'abord. Et qu'ensuite, il y a plusieurs phénomènes qui jouent. Il y a généralement, quand vous devenez bilingue, vous continuez à pratiquer les deux langues. Et vous avez un conflit. Il faut penser que le cerveau, il essaie d'être le plus efficace possible. Pourquoi est-ce qu'on perd nos capacités à discriminer des sons? C'est parce que, comme vous m'écoutez, je fais beaucoup d'erreurs quand je parle, je fais des erreurs de syntaxe, des fois je dis... Et je fais aussi des erreurs de son. Mes sons ne sont pas toujours les A parfaits, les B parfaits, etc. Et pourtant, vous n'avez pas de mal à me comprendre, parce que vous allez normaliser, automatiser votre perception pour arriver au sens. Et donc, plus vous êtes capable dans votre langue, plus, évidemment, comme toutes les langues n'utilisent pas les mêmes paramètres, là, vous délaissez les autres, ils deviennent inutiles. Maintenant, si vous avez deux langues, vous devez conserver l'ensemble de ces paramètres, et ils peuvent entrer en conflit. Et donc là, vous avez des difficultés parce que vous gardez toujours le français, vous apprenez l'anglais, mais l'anglais, Maintenant que vous êtes un enfant, par exemple comme les Coréens, vous êtes adopté en France, il n'y a plus un seul son de coréen, une seule personne qui parle coréen autour de vous, vous switchez complètement. Il y a le système, à ce moment-là, est capable de faire un reset complet. Maintenant, tout ça, on manque de données, on manque de... Je veux dire, c'est quand même des expériences un peu bizarres de la nature pour savoir exactement ce qui se passe. Alors, il y a aussi la possibilité... on ne peut pas m'interrompre. Et donc, je finis. Et par exemple, avec un accident vasculaire cérébral, il arrive qu'on perde sa langue maternelle et qu'on garde la langue seconde. Et donc, voilà, parce que c'est pas... les langues secondes apprises plus tard sont généralement plus à droite. Donc, si on a un accident vasculaire gauche qui détruit la langue maternelle, on peut avoir complètement mis sa langue seconde dans l'hémisphère droit et donc parler la deuxième langue. Écoutez, je vous propose qu'on remercie une dernière fois Ghislaine Dehaene-Lamberts.